Bonjour. Avez-vous déjà imaginé à quelle vitesse voyage la lumière? Dans le vide, elle parcourt environ 300 000 km par seconde. C'est-à-dire qu'elle est capable de faire le tour de la Terre plus de 7 fois en une seule seconde. Aujourd'hui, nous allons explorer comment cette vitesse extraordinaire est modifiée lorsqu'elle traverse différents matériaux. C'est un phénomène captivant connu sous le nom d'indice de réfraction. Nous découvrirons aussi pourquoi l'indice de réfraction est un pilier non seulement de la physique, mais aussi de la biologie. Cet indice va nous aider à comprendre une multitude de phénomènes, depuis la structure interne des cellules jusqu'au processus complexe de la photosynthèse. En apparence simple, l'indice de réfraction peut révéler en réalité toute la complexité de la matière. Alors la vitesse de la lumière, elle est mesurée avec une extrême précision. 299 792 458 mètres par seconde. C'est l'une des constantes universelles les mieux établies. Nous désignons cette vitesse par la lettre C, qui est le symbole qui va représenter la célérité de la lumière. Alors le terme célérité, ça vient du mot grec célère, qui signifie rapidité, et que l'on retrouve aussi dans le mot accéléré. Lorsque la lumière passe du vide à un autre milieu, comme l'eau ou l'air, eh bien sa vitesse va diminuer. Par exemple, dans l'eau, la lumière voyage à environ 75% de sa vitesse dans le vide. Alors, qu'est-ce que c'est l'indice de réfraction d'un milieu? On le note n. Eh bien, l'indice de réfraction va quantifier la réduction de la vitesse de la lumière par rapport à celle dans le vide. On parle aussi d'indice optique. Il est défini par la formule n est égal à c sur v, où v représente la vitesse de la lumière dans le milieu. Ainsi, un indice de réfraction élevé indique que la lumière se déplace plus lentement dans ce milieu. Par exemple, l'indice de réfraction de l'eau est d'environ 1,33. Et bien ça signifie que la lumière y circule à 75% de sa vitesse dans le vide. Alors pourquoi la lumière est-elle ralentie? Eh bien la réponse réside à l'échelle des atomes. Au niveau microscopique, la lumière interagit avec les atomes, excitant les électrons. Ça, c'est un phénomène qu'on appelle l'absorption. Et ces électrons vont ensuite réémettre de la lumière. Et ça, ce processus, on le nomme la réémission. Et le temps nécessaire à ces interactions électrons-photons, eh bien, ça ralentit la progression globale de la lumière à travers la matière. A priori, on pourrait penser que plus une molécule est grande avec un nombre élevé d'électrons, eh bien plus la lumière serait ralentie. Eh bien ce n'est pas nécessairement vrai. L'indice de réfraction ne suit pas toujours les variations de la masse molaire. À l'échelle microscopique, l'interaction dépend également d'une autre entité qu'on appelle la polarisabilité. Et ça, c'est un facteur clé qui peut influencer la propagation de la lumière, quelquefois de manière plus significative que l'absorption et la réémission. Ce phénomène est particulièrement notable dans le cas des sucres en biologie. La polarisabilité révèle la capacité des molécules à se déformer sous l'effet de cette lumière. Et donc la polarisabilité va être influencée par la configuration spatiale et la chiralité des atomes de carbone, ainsi que le nombre et le positionnement des groupes hydroxyle OH. Alors si on regarde le saccharose, notre sucre de table, il a un poids de moléculaire élevé, mais son indice de réfraction de 1,56 est inférieur à celui du fructose, 1,59, qui a pourtant un poids moléculaire plus faible. Vous voyez ici que le glucose et le fructose, qui ont tous deux un poids moléculaire de 180 g par mol, eh bien c'est le fructose qui exhibe pourtant un indice de réfraction plus élevé, à 1,59, comparé au 1,54 pour le glucose. Alors, la structure en anneau à 5 carbone du fructose semble donc affecter la propagation de la lumière plus fortement qu'une structure avec 6 carbones, comme celle que l'on a dans le glucose ou le saccharose. Dans les solutions, l'indice de réfraction augmente linéairement avec la concentration du sucre, due à une interaction accrue des molécules de sucre avec la lumière. Alors on utilise l'indice de Brix. C'est une mesure utilisée pour évaluer la quantité de sucre soluble présent dans une solution aqueuse. Il est directement lié à l'indice de réfraction de la solution.
1 degré Brix correspond à 1 g de saccharose dans 100 g de solution. Cela signifie que si une solution a un indice de Brix de 20, elle contient 20% de sucre par masse de produit. Donc on va utiliser des tables de conversion standard pour traduire la mesure de l'indice de réfraction en degrés Brix. Alors toujours au niveau du sucre, le miel, c'est typiquement une solution supersaturée de sucre, principalement composée de fructose et de glucose, avec d'autres quantités, d'autres substances. Eh bien, le miel affiche généralement un indice de réfraction entre 1,48 et 1,5. Donc, mesurer l'indice optique du miel, eh bien, ça peut servir à vérifier sa composition, mais aussi sa pureté. Alors, nous avons parlé de la densité, de la polarisabilité. L'indice optique peut dépendre aussi des paramètres environnementaux macroscopiques. Dans un contexte simplifié, si on utilise l'équation d'état idéal des gaz, vous vous rappelez, PV égale nRT, eh bien, nous voyons comment les changements de pression et de température peuvent influencer l'indice de réfraction d'un gaz. Ici, une augmentation de la pression P augmente le nombre de moles n. Alors à ce propos, ne pas confondre le nombre de moles n avec l'indice de réfraction n. Si la densité augmente, cela se traduit par une augmentation de l'indice de réfraction. Inversement, vous voyez qu'une augmentation de la température va diminuer la densité des molécules. Elles vont s'éloigner, les molécules vont s'éloigner les unes des autres, et ceci va réduire l'indice de réfraction. Donc ces variations, vous les voyez qu'elles sont au 4e chiffre après la virgule. Alors une mesure précise de l'indice de réfraction doit donc toujours préciser les conditions normales de température et de pression. Les variations de l'indice optique avec la température, eh bien, elles sont nettement plus marquées avec l'eau. Nous l'observons, regardez l'indice de réfraction de l'eau en phase solide, c'est-à-dire en phase de glace. L'indice de réfraction augmente légèrement avec la température jusqu'à atteindre la température de fusion que vous savez qui est à 0 degré Celsius. Donc à cette température, l'eau passe de solide à liquide et ça se traduit par un pic dans l'indice de réfraction à cette transition. Et ça, c'est typique d'un changement de phase. Alors, si on continue encore sur la droite, dans la phase liquide, l'indice de réfraction commence à diminuer progressivement avec l'augmentation de la température. Et cette diminution continue jusqu'à 100 degrés, où l'eau va commencer à se vaporiser. Alors, la transition de l'eau de l'état liquide à l'état gazeux, alors elle n'est pas directement visible ici, mais généralement, l'indice de réfraction va diminuer encore plus significativement dans la phase vapeur, dans la phase gazeuse. Alors, comprendre ces variations de l'indice de réfraction avec la température et donc les transitions de phase, eh bien c'est crucial non seulement pour les études fondamentales en biophysique, physique ou chimie, mais aussi pour des applications pratiques telles que la météorologie et la conception des systèmes optiques où l'eau est un composant clé. Alors l'indice de réfraction varie également avec la longueur d'onde et ce phénomène est connu sous le nom de dispersion. Alors dans l'air, l'indice de réfraction change très peu avec la longueur d'onde, donc les effets de dispersion sont moins visibles. Mais pour l'eau, la variation de l'indice de réfraction avec la longueur d'onde est plus grande. Ça contribue à des phénomènes comme les arcs-en-ciel. Alors pour comparer les matériaux en milieu liquide, c'est-à-dire en biologie, en chimie, eh bien on choisit généralement l'arrêt D du sodium, qui est un standard pour mesurer l'indice de réfraction. Donc la longueur d'onde spécifique est environ à 589 nanomètres, elle est stable et donc bien définie. Alors ce que je viens de décrire pour les sucres est également applicable aux huiles, c'est-à-dire les lipides, ainsi qu'aux protéines et aux minéraux. Donc la biologie va présenter un univers bien moins idéalisé et nettement plus complexe que les modèles physiques simples ne le suggèrent. Alors vous avez ici 4 images colorées qui représentent la même cellule à différents plans focaux d'un microscope optique. Et donc les couleurs dans ces images vont du bleu au rouge et ça indique une échelle de l'indice de réfraction qui va de 1,34 à 1,4.
Donc cette variation montre comment la composition interne d'une cellule influence son indice de réfraction à différents endroits et profondeurs de la cellule. Donc ça reflète toute la complexité interne et la densité des structures cellulaires. Donc l'indice de réfraction, c'est un bon moyen de suivre les évolutions du cycle cellulaire. Je vous ai mis ici un diagramme circulaire qui illustre les 4 phases du cycle cellulaire. Donc vous avez la phase G1, c'est là où la cellule grandit et remplit ses rôles métaboliques normaux. Ensuite, vous avez la phase S, où il y a la réplication de l'ADN. Après cela, la phase G2, durant laquelle la cellule se prépare à la mitose. Et enfin, la dernière, c'est la phase M, comprend toutes les étapes de la mitose. Nous pouvons voir comment l'indice de réfraction des cellules évolue au fil du temps, marqué en heures sur l'axe horizontal. Donc les différentes couleurs des points représentent les différentes phases du cycle cellulaire et ça montre clairement une augmentation progressive de l'indice de réfraction à mesure que la cellule avance dans son cycle. Et sur la droite, vous avez 2 histogrammes qui vont vous présenter la distribution de l'indice de réfraction parmi une population de cellules à différents moments du cycle cellulaire. Et vous voyez que ces distributions nous permettent de quantifier la variation de l'indice de réfraction et de voir comment elle se disperse parmi les cellules à des moments spécifiques. Alors la complexité biologique va se traduire aussi par une dispersion en longueur d'onde des indices de réfraction. Et ça, c'est aussi beaucoup plus marqué en biologie. Cette propriété découle de la diversité moléculaire et structurale des substances biologiques qui interagissent avec la lumière de manière complexe et variée. Alors, un exemple frappant de la dispersion de l'indice optique dans le domaine du visible, en biologie, c'est la chlorophylle. C'est le pigment vert des plantes et ça, il est essentiel pour la photosynthèse. Alors, la chlorophylle a des propriétés optiques qui varient significativement à travers le spectre de la lumière visible. On distingue deux chlorophylles, la chlorophylle A et la chlorophylle B, chacune ayant des pics d'absorption distincts dans le spectre visible. Et ces différences d'absorption influencent l'indice de réfraction de la chlorophylle à différentes longueurs d'onde. Donc ces variations d'indice de réfraction sont cruciales pour la fonction biologique elle-même de la chlorophylle. Les plantes utilisent la lumière de manière très sélective, et ceci à la fois pour optimiser la photosynthèse, mais aussi pour minimiser les dommages causés par l'exposition excessive au soleil. Ça montre une capacité à absorber efficacement les longueurs d'onde spécifiques tout en se protégeant des rayons les plus intenses. Ça, c'est un exemple fascinant d'adaptation au milieu naturel. Alors, ces variabilités nous amènent à nous demander si l'utilisation des variations de l'indice de réfraction peuvent être utilisées pour détecter des cellules tumorales. Ici, l'indice de réfraction des cellules normales et des cellules cancéreuses est mesuré à différentes longueurs d'onde. Donc vous voyez pour 2 types de polarisation de la lumière, X-pôle et Y-pôle. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est que les courbes qui représentent les cellules cancéreuses montrent des indices plus élevés comparés à la cellule normale. Cela indique des différences significatives dans la composition et la structure de ces cellules. Et donc ces différences sont cruciales et nous permettent de distinguer entre les cellules cancéreuses et normales de manière non invasive. Voilà, nous avons fait le tour des principes de l'indice de réfraction, depuis les fondements en physique jusqu'à ses applications vitales en biologie. Nous avons vu comment la lumière, voyageant à des vitesses stupéfiantes dans le vide, la ralentit lorsqu'elle traverse différents milieux, et ça c'est un phénomène mesuré par l'indice de réfraction. Et ce concept ne se limite pas à expliquer des phénomènes optiques, mais s'étend à la compréhension profonde de processus biologiques comme la photosynthèse et la structure cellulaire. Alors en biologie, pensez que l'indice de réfraction peut révéler des informations cruciales sur la santé cellulaire et peut même aider à détecter des maladies telles que le cancer. La capacité des plantes à utiliser la lumière pour la photosynthèse ou les changements dans les cellules, en réponse à la température par exemple. Tout ça, ce sont des exemples de la façon dont les principes physiques influencent directement le vivant. Donc, nous l'avons vu, l'indice de réfraction, c'est bien un concept
au départ qui peut apparaître simple, mais il peut révéler des aspects complexes du monde naturel. Chaque phénomène que nous observons, chaque technologie que nous développons est liée d'une manière ou d'une autre à ces principes fondamentaux de la science. Donc la curiosité et l'interrogation, ce sont les moteurs de l'innovation. Alors continuez à explorer, à apprendre et découvrir. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.